Il faut pas avoir peur de se dire je fais un métier, mais je le fais super bien. Et je pense que rien que si tu fais ça, tu peux démarrer une agence de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins d'1 an. Le marché évolue beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans. Tu ne peux plus te dire je monte une agence, j'ai une offre, je la bouge pas. Est-ce que l'agence va mourir dans 10 ans remplacée par l'IA et les SaaS IA? Marketing Square. Jérémy, pour moi, tu es la personne à qui parler parce que tu n'as pas seulement créé une agence, mais plusieurs. Et puis surtout, tu as craqué comment les connecter intelligemment entre elles. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tout a débuté? Écoute, je suis devenu un patron d'agence un peu par hasard. Il y a 14 ans, je finissais mon stage en agence. Je décidais de rentrer sur Paris. Moi, je voulais juste être mon propre patron, avoir personne qui m'embête. Et c'était vraiment marginal. Le mot solopreneur n'existait pas. Je commence à gérer des premiers clients, les amis de mes parents, et je leur faisais leur campagne Google à l'époque. Et puis, j'ai l'opportunité de m'associer avec Franck, qui est mon associé de maintenant. Et d'un simple freelance, on a commencé à monter une agence. On n'était que deux. Et on a démarré vraiment tout petit. Et puis, au début, les anecdotes, c'est que c'était très dur de signer nos premiers clients. On savait pas, on n'avait pas trop de réseau. Donc, la stratégie qu'on a mis en place, c'est à l'époque, comme on faisait du référencement Google, on tapait sur Google des noms de métiers type plombier Paris, serrurier Paris. On cherchait les gens qui étaient mal référencés en 8e page de Google et on les appelait. Et pendant 6 mois comme ça, on s'est dépatouillé, on a chopé un seul client. Et on a eu un jour une opportunité, c'est ça qui a vraiment été game changer pour l'agence, c'est qu'on a rencontré Hervé Bloch, qui est le patron d'un événement du digital qui s'appelle les Big Boss du e-commerce. Et ce qui était intéressant, c'est que lui, il faisait un événement où il réunissait tous les décideurs du digital lors d'un week-end au ski. Et donc nous, en fait, si tu veux, à l'époque, moi j'avais une toute petite agence, on était 2 dans un bureau à Pantin. J'aurais jamais été pris dans ce genre d'événement. Et d'ailleurs, Hervé Bloch, il prenait que des agences très premium. Va savoir, un jour, il m'appelle par réseau et il me dit, écoute Jérémy, j'ai eu ton numéro, je sais que tu es tout petit, mais moi, j'avais Publicis qui devait venir à mon événement qui m'a planté en dernière minute. J'ai pas le temps de trouver quelqu'un d'autre, est-ce que tu veux venir? Ça coûte 25 000 pour venir à mon événement. Et que je lui dis, écoute Hervé, moi 25 000 je sais pas, on démarre, on fait 10 000 euros par mois de chiffre. Donc je réfléchis et je lui dis, écoute, je le rappelle, je lui dis, écoute, je te donne 7 000 euros, je viens avec mon associé, mais par contre je te file 20% de tout ce que je signe. Donc je me retrouve dans un avion à côté de la CMO d'Airbnb, du CDO d'Air France. Dans l'avion je signe et j'ai signé 7 deals comme ça. Et donc c'est comme ça, si tu veux, que j'ai construit mon réseau de premiers clients. Et que j'ai commencé à faire scaler mon agence de 10 000 euros par mois à 50 000, 100 000, etc. Donc ça a été ma première aventure. Cette agence, au bout de 6 ans, on a eu l'opportunité de la revendre. Donc ça a été une super expérience. On n'imaginait pas pouvoir vendre une agence. On ne savait pas que ça se vendait une agence. On ne savait pas ce qu'il fallait regarder. On ne savait pas les métriques que regardaient les racheteurs. J'en parlerai peut-être après, mais les métriques d'EBITDA, de revenus récurrents, etc. On pourra en reparler. Et voilà. Et on a fait 2 ans chez ce racheteur. Et après, on a remonté mon agence actuelle, Splasher, qui est devenue Groupe Jaws après. Cette première agence qui dure 5-6 ans, comment est-ce que tu la rends en état de vente pour embellir la mariée, comme on dit? Parce qu'au final, on le sait, c'est pas aussi simple que ça. L'environnement d'agence, il est extrêmement concurrentiel. Qu'est-ce que recherche un racheteur d'une agence aujourd'hui? Il va regarder 2 choses importantes. C'est, est-ce que ton revenu, il est récurrent? C'est-à-dire que, est-ce que tes clients prennent chez toi des abonnements et donc chaque mois tu te réveilles un matin et tu as du chiffre qui tombe tout seul, tu n'as pas besoin d'aller te bagarrer pour choper des clients tous les jours. Et nous, nativement, on avait un revenu récurrent. Et la deuxième métrique, c'est la rentabilité. On appelle ça l'EBITDA. C'est le résultat net avant impôt. Et donc en fait, mon associé, lui, était très strict sur la gestion des coûts, gestion de la rentabilité. Instinctivement, ce qui fait qu'on avait une super renta. On avait à peu près 50% d'EBITDA sur notre chiffre d'affaires, ce qui est énorme à l'époque. Donc pour 1 million de chiffre d'affaires, on faisait 500 000 euros d'EBITDA et je crois que sur la fin, on faisait à peu près 3 millions de chiffre d'affaires sur la fin de la première agence. Donc en fait, naturellement, il a eu les bons KPI. Et ça, on l'a. Et en fait, si tu veux, la banque d'affaires qui est venue nous voir à l'époque pour nous aider à vendre cette première agence, on a dit c'est ça qu'il faut optimiser, mais on le faisait déjà. Mais en tout cas, on a été convaincus et on l'a encore plus affiné, plus optimisé. On sait que la rentabilité d'une agence, ça fonctionne sur la marge. Comment est-ce que tu fais, toi, pour optimiser la tienne? C'est un problème qu'on a vu dans ma seconde agence, qui est Splasher, qui est une agence de vidéo qu'on a créée après Advisors. Parce que la vidéo, je sais pas comment dire, mais la vidéo, c'est pas quelque chose de rationnel. C'est-à-dire que tu peux aimer une vidéo, il y en a un qui va adorer, l'autre qui va pas aimer, tu peux aimer une créa, tu peux ne pas aimer un style, etc. Donc c'est très immatériel, c'est très irrationnel. Et à l'époque, la vidéo, ça coûtait 10 000 euros, 20 000 euros à produire. Je parle de ça il y a 6 ans, il n'y avait pas encore TikTok qui existait, il n'y avait pas les créateurs de contenu. Et donc, tourner une vidéo avec des comédiens, ça coûtait cher. Nous, on est arrivé avec une offre très agressive au niveau du prix.
Et on s'est dit que, par contre, si le client, il fallait qu'il rentre dans notre modèle, il fallait qu'il respecte des conditions. Par exemple, s'il veut tourner avec des enfants, on ne peut pas le faire tous les jours de la semaine, il peut le faire que le mercredi. Parce que les enfants, c'est plus facile de les avoir le mercredi. On a défini des règles bien précises, et s'il ne les respecte pas, on ne peut pas le conserver et le garder chez nous, ou alors il est pénalisé. On apporte un service de qualité, un service agressif au niveau du prix, par contre, il faut qu'il respecte nos conditions pour rentrer dans le service. Okay. Et, autre point, je réponds à ta question, si un client vient me voir demain, il me dit, écoute, moi je veux pas tes 10 vidéos, je veux une vidéo. Tu vois, je veux une seule vidéo, je veux tourner avec un comédien, avec une vidéo avec un hélicoptère, en Tunisie, etc. Je dis, bah c'est pas mon métier. Même si je peux faire, même si je suis dans la capacité de le faire, je le fais pas parce que ça va dénaturer tout mon process, mes équipes sont pas habituées. Et donc, il est possible que je fasse un rendu qui soit pas bon et que je pénalise mon client. Donc moi, je n'ai pas peur de dire non. Il faut pas avoir peur de se dire, je fais un métier, mais je le fais super bien. D'où la logique de l'écosystème. Au lieu de vouloir répondre à toutes les questions de tes clients, bâtir un écosystème de partenaires externes qui sont des gens avec qui tu travailles, chez qui tu renvoies tes clients, ça peut te permettre de marger sur un service qui n'est pas délivré par toi et d'être hyper transparent avec ton client. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous faites de l'apport d'affaires et c'est quoi les marges qui sont observées dans le métier? Moi, tu vois, comme j'ai dit, je fais de la vidéo, mais je fais un métier précis de la vidéo, c'est du snack content vidéo, optimisé pour les campagnes médias, digitales des annonceurs, et vraiment pour le bas de funnel, donc la performance. Mais quelqu'un qui vient demain et qui me demande une vidéo de personal branding, même si je peux faire, parce que j'ai des réalisateurs, des équipes, je vais le faire beaucoup moins bien que l'agence personnelle qui est ton agence, parce que Clément est excellent réalisateur, parce que tu as des super monteurs, parce que vous savez bien scénariser des trucs, parce que vous avez un bon format, et donc c'est pas un métier que je vais proposer parce que ça sort de mon offre comme je te l'ai expliqué, donc je ne le propose pas, et donc j'apporte à des partenaires. Le partenaire est content, lui il va parler de moi aussi si un jour on entend un de mes besoins, je sais qu'il n'est pas concurrent sur mon produit, mais moi je préfère que mon prospect ou mon client soit hyper content et bosse avec quelqu'un qui va lui apporter de la vraie valeur. Si je gagne pas d'argent c'est pas grave, moi je vois le long terme. Tu donnes, tu reçois, c'est du ricochet, la vie c'est du ricochet. Nous par exemple on bosse avec des prestats externes sur les refontes de profil LinkedIn ou les refontes Instagram, les audits de repositionnement, les shootings photos. Toi tu bosses pas comme ça avec des services tiers autour de toi? On a essayé de beaucoup internaliser les choses, ce qui fait qu'on essaie de limiter les prestats externes. Maintenant, on en a quand même quelques-uns, notamment lors des tournages, mais ce ne sont pas des apporteurs, c'est-à-dire c'est des exécutants, des intermittents du spectacle qui vont nous aider potentiellement sur l'éclairage, l'ingénierie son. En tout cas, dans mon métier, on n'a pas externalisé avec des prestats qui vont nous apporter du business. C'est quoi tes meilleurs conseils de recrutement pour une équipe qui vient de se lancer? Quels sont les profils à recruter d'urgence et quels sont aussi les meilleurs canaux sur lesquels les trouver? J'interromps l'épisode 2 secondes pour te donner un bon plan. Si t'en as marre des événements B2B ronflants, les Big Boss, ce sont les événements premium qui connectent des porteurs de projets dans le marketing digital avec des partenaires vraiment qualifiés et des pairs. Comment ça fonctionne? Via un matchmaking ciblé, des rencontres stratégiques pour avancer concrètement sur tes enjeux, des insights et des contenus exclusifs pour affiner tes décisions et de vraies opportunités business dans des cadres exceptionnels. Alors si toi aussi tu crois très fort au pouvoir du réseau, rejoins-nous. Le lien pour t'inscrire est en description et en attendant, bon épisode à tous. Déjà, si tu veux, moi très rapidement dans ma boîte, je recrute assez vite des alternants ou des stagiaires que je vais former. Ces stagiaires-là, une fois qu'ils sont bons et qu'ils sont formés, on en passait 1 sur 2 en CDI. Donc au bout de 6 mois, quasiment on recrutait. Donc au début on avait 2 stagiaires, après 5, après 10, et à chaque fois on en recrutait 1 sur 2, on recrutait les meilleurs. À ça on rajoute des gens qui sont un peu seniors, qui viennent de super boîtes, qui vont aussi senioriser le tout et encadrer ces jeunes. Comme une sorte de bourdonnière où voilà, tout le monde butine, tout le monde s'aide les uns les autres, on est vraiment dans du collaboratif avec des seniors et des alternants. Mais la façon de recruter est importante aussi, c'est ça que je voulais raconter, c'est que moi je recrute pas forcément les meilleurs, les plus techniciens, je recrute les gens sympathiques, qui vont pas pourrir l'état d'esprit de la boîte, parce qu'encore une fois on est une boîte d'humains, et donc il faut qu'on soit heureux d'aller bosser, il faut pas qu'il y ait une mauvaise herbe qui pénalise toutes les autres. Je te raconte une histoire pour te dire jusqu'où je vais dans mes recrutements. Ma première boîte Advisors, je jouais à l'époque à Counter-Strike, aux jeux vidéo, et un jour je suis en train de jouer comme ça et je me rencontre un gars dans mon équipe Counter-Strike qui était boulanger à Quimper. On sympathise, on devient copains et pendant 2 ans, on garde le contact. Et lui me dit écoute boulanger ça me fait chier, j'aimerais bien apprendre ton métier, donc je lui conseille des livres pour apprendre le métier du marketing digital et du référencement payant. Il se forme un peu et au bout de 2 ans il me dit Jérém, je me suis formé, j'aimerais bien venir chez toi, est-ce que tu peux me prendre? Je sais que c'est dur mais il me faut un SMIC et tout, donc je lui donne sa chance. Mais c'était un mec super sympa, motivé, et je savais que s'il se formait et qu'il comprenait mon métier, il allait être excellent parce que en plus ça allait être un soldat. Il allait être redevable à la vie et à la mort avec moi. Je l'ai sorti de sa boulangerie, il a un métier qu'il ne voulait pas faire. Il est devenu super bon jusqu'à devenir team leader et il a géré une équipe de 5 à 6 personnes. Et aujourd'hui, il a même quitté l'agence, il a monté sa propre agence et il est reparti à Quimper. Mais en tout cas, il est hyper heureux, il gagne super bien sa vie. Et moi, pour le coup, ça a été un gars
qui a été un soldat dans ma boîte, c'est-à-dire qui se battait pour moi. Soit un week-end, il est loyal, il bossait, il avait envie, c'était comme si c'était sa boîte. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, faut trouver des profils qui vont avoir envie de se donner pour toi, se battre avec toi, parce que monter une boîte et une agence, c'est un métier hyper difficile, tu fais face à beaucoup de problématiques. Et donc il faut prendre les gens qui vont surtout avoir le même ADN, la même envie de se bagarrer pour toi. C'est marrant parce que tu donnes le conseil de recruter des gens avec qui on s'entend bien et on entend souvent l'inverse. Comment est-ce que tu fais concrètement pour tester les compétences d'un candidat sans être trop dans l'affect ? Écoute, moi j'essaye de trouver le sujet qui la passionne. C'est-à-dire que j'essaye de parler avec la personne d'un sujet qui la passionne, et notamment dans mes métiers, c'est souvent les réseaux sociaux. Donc j'essaie de voir si elle a des comptes sur les réseaux sociaux ou pas, si elle s'y connaît et si elle est dans l'ADN que je recherche. Et donc si effectivement elle a un compte, elle crée du contenu, elle m'a l'air sympa, elle me raconte un peu ses vidéos, ses contenus, je me dis c'est la bonne personne parce qu'elle est créative. Après j'essaie de poser une seconde question qui m'intéresse, c'est plutôt son ancien job, son ancien patron, qu'elle me parle un peu, potentiellement si c'était quelqu'un en CDI avant, de son ancien job, qu'elle me dise pourquoi elle s'y sentait bien ou pas bien, ou qu'est-ce qu'elle aimait. Si elle me cache du sucre sur son ancien job, moi je prends pas parce qu'en fait c'est négatif. Moi je veux tout le temps des gens positifs, qui me racontent que des bonnes choses, qui sont motivés, qui sont impliqués, qui me racontent leurs histoires. Elle bossait dans un ancien job, elle veut une nouvelle aventure parce qu'elle veut voir autre chose, ça se passait bien, mais voilà, je veux pas, en fait j'ai pas envie de gens négatifs qui vont me pourrir l'ambiance. Je parle pas forcément des compétences techniques, sauf si j'en ai besoin, mais souvent je parle assez rapidement. Ok, t'as fait quoi? C'est quoi tes projets? Montre-moi ce que t'as fait. Ok, tu sais faire. Après, je passe très rapidement des compétences techniques, je vais plutôt sur le côté humain, relationnel, est-ce que je m'entends bien, est-ce que c'est cool? Une vraie problématique à gérer dans une agence, c'est la rétention des talents. Je pense que c'est un des écosystèmes où il y a le plus de churn, de gens qui partent tous les 2 ans environ. Comment est-ce que tu fais pour gérer cette problématique-là? C'est une bonne question. Moi, je me bats pas sur ça, parce que je pars du principe que ma génération, on est une génération qui veut bouger, qui veut faire des choses. Déjà, moi-même, en tant qu'entrepreneur, je veux faire de nouvelles choses, je veux créer des nouvelles boîtes, je veux racheter de nouvelles agences, faire des choses. Donc, les jeunes aujourd'hui, on n'est pas comme la génération de nos parents, on reste 30 ans dans une boîte, on va bouger. Donc, en moyenne, les jeunes chez nous, ils restent entre 3 et 5 ans. Je ne peux pas rivaliser avec les Google en termes d'expérience salariée. Je fais des choses bien évidemment sympas. Moi, ce que je fais surtout, c'est que mes équipes, elles sont très libres. La jeune génération n'aime pas qu'on lui casse la tête. Je lui dis, tant que tu fais ton job, c'est bon. Tant que tu remplis tes KPI, c'est bon. Si tu ne les remplis pas, il y a un problème. Donc tu veux du télétravail, il n'y a pas de problème, il y a 2 jours chez nous de télétravail. Par contre, ça ne matche pas. Tu me fais du présentiel, je suis un gendarme. Mais sinon, je te laisse libre. Je t'embête pas. Tu peux pas venir le matin, tu dois aller chez le médecin, c'est pas grave. Va chez le médecin, tu veux faire un truc, tu vas te couper les cheveux chez le coiffeur, vas-y. Mais le taf, il doit être fini le soir. Tu veux partir avant, je m'en fous, j'aurai pas tes horaires. Mais par contre, le taf doit être fait. Pour aller chercher des clients, on comprend la logique du premier cercle qui fait un peu l'effet de levier, les gens que tu connais, le réseau étendu, mais très vite peut y avoir un effet de plateau. Comment est-ce que tu vas chercher les clients d'après? Alors pendant des années, ça a été la communication personnelle sur LinkedIn. Ça nous a ramené beaucoup de clients, beaucoup de leads. On le fait encore, ça nous ramène beaucoup de leads tous les mois. Pour donner un exemple, le CEO de Célio, Sébastien Besmine, m'a contacté il y a 2 mois pour me dire « Jérémy, j'aime ce que tu fais sur LinkedIn, je sais pas ce que tu vends, mais ce serait cool qu'on parle. » J'ai signé Célio. Même chose avec le fondateur, le CEO de Wonderbox, qui m'a contacté sur LinkedIn en me disant ce serait cool qu'on discute ensemble. Donc j'essaie d'être hyper ouvert et de créer du contenu qui me permet de me récupérer du lead et encore des très beaux leads aujourd'hui. Donc ça c'est une première source qui représente à peu près 30%, 30 à 40% de mon chiffre aujourd'hui quand même encore. Moi-même personnellement, je m'impose une logique où tous les midis, voire potentiellement tous les petits-déj, je petit déjeune ou je déjeune avec un client, un prospect, un ami de mon réseau. En fait si tu veux, j'essaie de toujours rencontrer mon réseau, de se voir, voilà, tous les gens avec qui je travaille, même des prestats avec qui je collabore, je rencontre, je vois du monde constamment. Ça a été un gros sujet. Mais je pense que c'est ça aussi ton secret pour cultiver ton réseau, c'est que tu donnes énormément de conseils. Quand on s'est vus ensemble et qu'on a déjeuné, tu m'as énormément accompagné, tu m'as livré tous tes secrets, ton expérience. Et je pense que c'est ça aussi, outre le fait de networker, c'est cette capacité à donner, à dire aux autres, en fait, j'ai envie de t'aider, je crois en toi, je parie sur toi. Et c'est cette capacité à mentorer naturellement qui fait aussi que les gens se disent, ah mais tiens, Jérémy, je lui en dois une. Je suis d'accord. Moi, pour le coup, tu vois, je ne suis pas l'entrepreneur qui va me dire « Ah, sur LinkedIn, j'ai monté une nouvelle offre, il ne faut pas que j'en parle trop parce que les concurrents vont me copier. » Moi, je m'en fous. Je pars du principe que le monde aujourd'hui il évolue très vite, que tout le monde va se copier. Donc, je partage le maximum de valeur et je donne mes meilleurs conseils. Quitte à ce que je me fasse copier et je me fais copier comme ça, c'est pas grave. Mais les gens qui me voient, ils apprennent tellement qu'ils se disent « Ah bah tiens, ce mec-là, il m'a appris des choses, je vais aller bosser avec lui. Il me donne des vraies valeurs, des vrais conseils, il m'aide, donc je vais lui rendre l'appareil. » Et à côté de ça, j'ai d'autres sources aussi de génération de leads. La première, alors c'est
c'est propre à mon business, mais comme moi, avec mon agence Jaws, on a racheté plusieurs agences. Donc on a Splasher, Sparkle, Arke, Blink, etc. qui font des métiers différents. En fait, les agences se font des passes entre elles. Donc il y a énormément de synergie. Et pour te donner une data qui est énorme, on a 42% de nos clients qui sont des clients qui travaillent au moins avec 2 agences du groupe. Ce qui est énorme, ça veut dire qu'on a 42% de tous nos clients au global qui bossent en synergie. Sur des agences qui sont complètement différentes, qui étaient des agences de base qui n'avaient rien à voir, qu'on a racheté, qu'on a intégré. Donc on a vraiment développé les synergies et ce chiffre, il était de 20% il y a 3 ans et il augmente chaque année. Donc on sera peut-être à 50% à la fin de l'année. Donc c'est vraiment notre état d'esprit et là où on veut aller, si tu veux, c'est développer les synergies et ça nous amène beaucoup de leads entrants également. Et ce qui est intéressant, c'est que tu continues encore à diversifier ces offres, mais ça peut aussi créer un piège. Qui est garant de choisir quelles offres on fait évoluer et quand? Alors la vision, ça a toujours été moi. Pas parce que je suis visionnaire, mais parce que je suis tellement passionné par ce que je fais, que je suis en veille constante. C'est-à-dire que moi, constamment, hier, je t'ai dit, je me suis couché à 2 h du matin, j'étais sur TikTok Shop pour comprendre comment ça fonctionne. J'ai vu Carrefour hier qui a lancé son shop. J'étais sur l'application Vogt et Whatnot pour voir les lives shopping en temps réel. Et donc constamment, moi, je me nourris constamment. Et je pense que dans le groupe, il y a d'autres gens qui font ça, mais peut-être pas à mon échelle. C'est-à-dire que moi, c'est constamment, je le fais, mais parce que c'est une passion pour moi et c'est un jeu. Donc ça m'amuse. Et donc effectivement, lorsqu'il y a une innovation qu'on doit lancer dans le groupe, très vite, moi je vais dire attention, l'offre elle est pas bonne, il faut la changer. Il y a un nouveau truc qui arrive. Je prends l'exemple des créateurs de contenu. À l'époque, on faisait des vidéos en acting avec des comédiens. Et je voyais arriver des offres avec des créateurs UGC, beaucoup moins chers que nous. Ouais. Tournées, mais du coup avec des créateurs. J'ai dit, il faut créer une offre sur les créateurs. La révolution blockchain est arrivée. On a créé une offre qui s'appelle Blocks. Et pendant 2 ans, on a accompagné les plus belles ICO et les levées de fonds NFT de France. On a bossé avec Ledger, on a bossé avec Bybit, avec Binance, avec des gros acteurs blockchain et NFT, parce qu'on avait ils avaient des vrais besoins en création de contenu vidéo. Et donc, on a innové sur ce marché. Et donc, nous, constamment, si tu veux, on essaie d'analyser quelles sont les nouvelles tendances. En tout cas, j'essaie d'impulser ça au groupe et de lancer des nouvelles offres. Donc là, aujourd'hui, le sujet de moment, c'est TikTok Shop, par exemple. Le marché évolue beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans. Tu ne peux plus te dire, je monte une agence, j'ai une offre, je la bouge pas. Non, c'est je suis constamment en veille et comment mon offre demain, elle va évoluer. Et chaque année, elle évolue. Avec l'IA, avec les innovations de marché, avec les nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent. Mais justement, tu nous disais tout à l'heure, avec Franck, on fait très attention à maximiser notre marge. C'est quoi les trucs à savoir qui pourraient faire tomber n'importe quel patron d'agence? C'est simple déjà, il faut un garde-fou. C'est-à-dire qu'il faut un mec qui soit une barre de fer et qui tienne les rênes. Quelqu'un qui dise non tout le temps. Et tu dois aller convaincre pour sortir du budget, et ça c'est Franck. C'est-à-dire que Franck, je suis en bagarre constante avec lui. Pour n'importe quel coup, n'importe quel frais, n'importe quel outil, n'importe quel sujet de communication, on doit se bagarrer. Et donc, c'est important d'avoir un garde-fou, quelqu'un qui te dit non. Et c'est là où il est fort, parce qu'en fait, il te stabilise une agence, il te la tient, et il te permet de la maintenir à flot. Et même dans les périodes de crise ou les périodes difficiles, bah, tu as de la marge. On va aussi parler d'un sujet qui fâche, évidemment, qui dit marché tendu, dit concurrence accrue. Est-ce que tu as eu des trahisons, des coups bas de la part de concurrents, d'anciens employés? Comment est-ce que tu gères ça? Bien sûr, il y a des coups bas, tu as des agences qui vont recruter des salariés chez toi, mais de façon active, pas 1, 2, 3. Et comment tu gères ça, justement, s'ils essayent de prendre Franck? Ils peuvent pas, mais même, je vais te dire, s'ils veulent prendre Diane qui est une collaboratrice chez moi qui est connue aussi, ils peuvent pas parce qu'en fait, si tu veux, il y a des collaborateurs chez moi qui sont des collaborateurs qu'on a associés au capital. Il y a un socle d'équipe qui est indéboulonnable, qu'on ne peut pas m'enlever et qu'on n'arrivera pas à m'enlever, qu'on n'arrivera pas à débaucher. Donc déjà, j'ai réussi à fidéliser un cercle, le plus important cercle. En dehors de ça, pour revenir sur ta question initiale, c'est bien évidemment, il y a des fois des patrons d'agence qui arrivent à débaucher des salariés chez moi et qui le font très activement. En fait, très rapidement, moi, si tu veux, je m'entends très bien avec quasiment tous les patrons d'agence de mon marché. J'ai pas peur d'appeler le patron, de lui dire écoute, je comprends pas, tu m'as recruté 2 personnes chez moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, je savais pas, c'est mon cabinet qui a fait une connerie, ok, j'arrête. Et donc du coup, très vite, je désamorce les choses. Ou alors même des fois, ça m'arrive qu'un patron d'agence démarche 2 salariés à moi qui les recrute et que je le connaisse pas, je vais prendre un café avec lui. Si tu as démarché 2 gars chez moi, viens, on se rencontre. Donc je connecte. Et une fois que tu as créé la connexion, c'est dur après d'aller débaucher d'autres gars, de quelqu'un que tu connais. Et toi, sans tabou, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la situation inverse où tu as dû débaucher le talent d'un pote? Quand c'est un patron d'agence qui est devenu un bon copain, je le fais pas, je recrute pas. Parce que, par respect, et eux-mêmes ne le font pas. On a un respect mutuel, on va pas se massacrer, on est concurrents, mais on se connaît bien. Des patrons que je connais un peu moins bien, je peux effectivement
le faire, mais je vais pas leur taper 2 mecs, 3 mecs. C'est un gars dont j'ai besoin, je viens pocher parce que voilà, de la manière que lui viendra pocher chez moi, mais c'est anecdotique. Je vais pas aller m'acharner parce qu'il y a une gentleman agreement. Moi, je suis dans la logique de, encore une fois, il y a du business pour tout le monde. Et justement, une autre façon de scaler, c'est évidemment de sortir un produit. Est-ce que tu fais partie de l'équipe qui dit les agences vont disparaître ou est-ce que tu penses qu'elles ont encore de beaux jours devant elles? La vision d'aujourd'hui, c'est qu'une agence, elle a un business model d'agence avec du jour homme qu'elle vend, du temps homme, et une rentabilité à avoir. Le métier produit, c'est un métier qui est un peu différent parce que tu vends un produit, tu vends pas du temps homme. C'est un produit qui est scalable à l'infini. Par contre, le coût que tu as, c'est des coûts de développeur. Moi, je conseille aux patrons de choisir un modèle, un des 2 modèles, parce que c'est plus viable. Après, sur ma vision, c'est est-ce que l'agence va mourir dans 10 ans, remplacée par l'IA et les SaaS IA? Moi, j'y crois pas parce que, en fait, si tu veux, ma logique et ma vision aujourd'hui, c'est la même depuis 10 ans. C'est de dire que notre métier d'agence s'automatise de plus en plus. Moi, mes clients, en tout cas, les annonceurs que je vis, c'est des gros annonceurs. Et ces annonceurs-là ont toujours besoin de se faire outiller. Ils ont besoin des nouveaux outils, des meilleurs outils. Moi, en tant qu'agence, je leur amène les meilleurs produits, mais les meilleurs outils aussi au quotidien. Et surtout, je me forme constamment aux meilleurs outils et je leur amène la valeur ajoutée la plus optimale à l'instant T. Et je pense qu'un annonceur, au contraire, aujourd'hui, avec toutes les complexités qu'il y a sur le marché, avec tous les outils qu'il y a sur le marché, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait l'outil numéro 1 qui puisse faire tout ça en même temps, tout centraliser. Donc, il a besoin de quelqu'un qui coordonne et qui lui amène toutes les solutions. Si demain, tu perds tout et tu dois reconstruire un business depuis zéro, c'est quoi tes 3 premières actions? J'essaie de miser sur les canaux les plus organiques, les plus viraux possibles. Donc, la communication personnelle, pour moi, c'est un canal hyper viral, hyper intéressant. Donc, je miserai sur ça. J'irai aussi voir tout mon réseau, comme je disais tout à l'heure, déjeuner avec mes copains, mes amis, mon réseau. Et je pense que rien que si tu fais ça, tu peux démarrer une agence de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins d'1 an. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Merci Jérém pour tous tes conseils. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Maintenant, vous avez compris tous les secrets des agences. Vous savez comment créer votre première offre, aller chercher les premiers clients, recruter des talents, les garder. Maintenant, vous savez même que vous pouvez aller les chercher sur Counter-Strike et qui vous seront redevables à vie. Ça deviendra vos meilleurs soldats. Et puis, Jérémy vous a expliqué aussi comment devenir vous-même votre meilleur soldat en faisant en sorte que votre agence se pérennise, se développe, en trouvant sans arrêt de nouvelles idées et de quoi vous renouveler, tout en protégeant sa rentabilité. Jérémy, où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite? Yes, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, Jérémy Bendayan, je suis facile à trouver. Voilà, et merci encore pour l'invitation, c'était très cool d'échanger avec toi. Avec plaisir, à bientôt Jérém, et on se retrouve tous dans la hotline du jeudi. Tous les jeudis à 13h, je réponds à vos questions en direct sur YouTube. À bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.